Bonjour, je vous écoute. Vladimir Vladimirovitch, bonjour. Olga Kniazeva, première chaîne. La visite d'État au Kazakhstan se termine. Vous avez été accueillis partout au plus haut niveau. Comment évaluez-vous finalement les perspectives de coopération? Bien. Le Kazakhstan, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, n'est pas seulement notre allié, c'est aussi un partenaire fiable. Il est très important que le Kazakhstan se développe avec succès sous la direction du président Tokayev, Kassym-Jomart Kemelevitch, démontrant une croissance stable, très stable et fiable. La situation sociopolitique du pays est stable, ce qui est très important pour la planification des travaux dans le domaine économique et pour les investissements. Nous avons des milliards d'investissements dans l'économie du Kazakhstan, je l'ai déjà dit. Le chiffre d'affaires commercial est d'environ 30 milliards. Il est en croissance constante. Les orientations de notre coopération se sont traditionnellement développées. Cela inclut l'espace, l'énergie et, encore aujourd'hui, la haute technologie. Il est désormais possible d'élargir la coopération sur des projets énergétiques dans le domaine de l'énergie nucléaire, puisque nous travaillons déjà ensemble. Le Kazakhstan est le plus grand producteur d'uranium au monde et nous sommes présents dans des gisements d'uranium au Kazakhstan. Nous avons de bonnes perspectives dans le secteur industriel, notamment dans le domaine de la coopération. L'un des problèmes était et reste en partie celui des paiements. Mais nous avons déjà converti plus de 80% de tous les paiements en monnaie nationale. Et cela facilite bien entendu notre travail dans le secteur financier. Entre autres, nous avons aussi des liens humanitaires, de très bons contacts sur le plan humain. Le Kazakhstan est pratiquement un pays russophone, vous l'avez probablement ressenti vous-même. Et malheureusement, il y a toujours beaucoup de gens qui ont leurs propres opinions sur ce qui devrait être fait et comment, et qui critiquent les processus en cours, tant dans la société russe qu'au Kazakhstan. Et cette position, cette critique, ne correspond pas toujours aux intérêts des États, y compris de l'État russe. Ce n'est pas toujours bénéfique. À mon avis, nous devons tout faire pour renforcer nos liens. Mais nous ne devons en aucun cas prendre des mesures qui pourraient détruire notre relation. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, nous avons ici des choses traditionnelles. Néanmoins, nous pouvons avoir de très grands projets dans le domaine du transport de nos ressources énergétiques vers des pays tiers à travers le territoire du Kazakhstan. Et ici, traditionnellement, une situation s'est produite dans laquelle, dans l'une des régions du Kazakhstan, il y a une pénurie du même gaz naturel, alors que dans d'autres territoires, il est en abondance. Et il s'avère qu'il est plus rentable pour nous d'unir nos forces, de fournir quelque chose au Kazakhstan, de recevoir quelque chose du Kazakhstan, compte tenu du territoire assez vaste du Kazakhstan lui-même et de nos vastes territoires, que de nous développer directement sur notre territoire. Nous sommes donc des partenaires et des alliés naturels. J'estime que nous avons de très bonnes perspectives pour l'avenir. Hier, dans un cadre informel, le président Kassym-Jomart Kemelevitch et moi avons discuté de ces perspectives toute la soirée au dîner. Je le répète encore une fois, je les évalue comme extrêmement positifs. Bonjour. Chaîne de télévision Russie, Alexei Golovko. Vous avez déjà évoqué l'uranium. Néanmoins, un référendum a eu lieu au Kazakhstan en octobre dernier, au cours duquel une écrasante majorité des citoyens s'est prononcée en faveur de la construction d'une centrale nucléaire. À notre connaissance, l'entrepreneur n'a pas encore été sélectionné. Avez-vous spécifiquement abordé ce sujet lors de votre conversation avec M. Tokayev? Peut-être avez-vous d'une manière ou d'une autre souligné les avantages de Rosatom. Merci. Oui, bien sûr. Nous y avons prêté beaucoup d'attention lors des négociations d'hier dans un format étroit et large. Le Kazakhstan, s'il met en œuvre ses projets dans le domaine de l'énergie nucléaire, alors, bien entendu, comme tout client, il a le droit de choisir lui-même les solutions technologiques et les schémas financiers les plus acceptables. Je pense que ce n'est pas un hasard si la société russe Rosatom est la plus grande entreprise de ce type au monde, notamment en termes de nombre de centrales nucléaires en construction à l'étranger.
À quoi est-ce lié? Car, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous ne construisons pas seulement des centrales électriques. Nous avons tendance à créer une industrie dans le pays qui démarre ce type d'activité. Nous formons le personnel, nous fournissons le matériel nécessaire, nous enlevons le combustible usé, etc. Nous contribuons au développement de la science dans le domaine nucléaire. Et bien sûr, le président du Kazakhstan, nos collègues et amis kazakhs, ce type d'activité n'est pas nouveau pour eux. Ils ne partent pas de zéro. Je le répète, nous avons même des entreprises. Ils ont des entreprises d'extraction d'uranium pour travailler dans ce domaine. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont prêts à payer pour cela et de ce qu'ils veulent obtenir. Nous avons donc une conversation très professionnelle. S'il y a un besoin et un désir parmi nos partenaires, en l'occurrence au Kazakhstan, d'appliquer certaines solutions, y compris des solutions technologiques de pays tiers, de faire appel à leurs spécialistes pour un travail commun, cela est également possible. Et Rosatom a une telle expérience en matière de coopération avec des partenaires étrangers. Nous en avons également discuté hier. La décision finale appartient toujours au client. Mais je pense que notre coopération avec le Kazakhstan dans ce domaine est tout à fait possible. Et il serait vraiment étrange que le Kazakhstan, qui possède les plus grandes réserves d'uranium au monde, ne l'utilise pas, mais se contente d'extraire cette matière première et de l'envoyer simplement à l'exportation. Les dirigeants du Kazakhstan en découlent. Et entre autres choses, ce n'est peut-être pas un hasard si Rosatom opère aujourd'hui dans 20 pays, à mon avis, ou construit 20 installations à l'étranger. Les technologies modernes sont les meilleures au monde pour assurer la sécurité. Cela a également été confirmé par l'Organisation internationale de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique. S'il vous plaît. Nikita Korzun, de la société de télévision NTV. Vladimir Vladimirovitch, à la suite des résultats du sommet d'aujourd'hui, comment évaluez-vous l'état de l'Organisation du traité de sécurité collective? L'organisation est-elle vivante ou morte? Et que pensez-vous personnellement de l'absentéisme de l'Arménie? Eh bien, quant à l'organisation du traité de sécurité collective en tant que telle, elle n'est bien sûr pas seulement vivante, elle est vivante et en développement, et tous les pays qui participent activement à ces travaux sont intéressés à maintenir ces contacts à la fois maintenant et à l'avenir. La situation dans le monde est complexe, et elle ne l'est pas seulement à cause des événements qui se déroulent sur le théâtre ukrainien. Est-ce que tout est vraiment si bien en Asie? Les événements aux frontières des pays du Commonwealth avec l'Afghanistan nous donnent-ils l'occasion de nous calmer et de ne prêter attention à rien? Des processus complexes se déroulent en Afghanistan. Nous espérons pouvoir construire des relations avec l'Afghanistan, et nous ne pouvons que prêter attention au fait que la situation là-bas se stabilise. Nous avons des relations avec les dirigeants actuels de l'Afghanistan, et elles vont se développer. Récemment, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, était en Afghanistan et vient de me rendre compte des résultats. Mais la situation reste complexe et requiert notre attention particulière, notamment de la part de l'Organisation du traité de sécurité collective. Après tout, l'Organisation du traité de sécurité collective ne s'occupe pas seulement des questions militaires, mais aussi de la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, etc. L'Organisation du traité de sécurité collective a donc quelque chose à faire, et cela intéresse les pays participants. C'est le premier. Parlons maintenant de la position de l'Arménie. Chaque pays a le droit de choisir quoi et comment il veut faire pour assurer sa sécurité. Je pense que la situation actuelle entre l'Arménie et l'Organisation du traité de sécurité collective est très probablement dictée par les processus politiques internes en Arménie elle-même. Et bien sûr, tout cela est lié aux conséquences de la crise au Karabakh. Mais je tiens à souligner que l'Organisation du traité de sécurité collective n'a rien à voir avec cela. Est-ce que tu comprends? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Tout ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'Organisation du traité de sécurité collective, car il n'y a pas eu d'agression extérieure contre l'Arménie elle-même. L'Organisation du traité de sécurité collective est conçue pour protéger les pays membres contre les agressions extérieures. Les événements liés au Karabakh ont leurs propres spécificités. Après tout, l'Arménie n'a pas reconnu le Karabakh comme un État indépendant,
et n'a certainement pas inclus le Karabakh dans son périmètre étatique. Cela signifie que tout ce qui s'est passé au Karabakh n'a aucun rapport direct avec l'Arménie d'un point de vue juridique. Et donc, affirmer que l'organisation du traité de sécurité collective a dû combattre sur le territoire de cette enclave est quelque peu étrange. Eh bien, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Eh bien, bien sûr. Il s'agit cependant d'une question très sensible. De l'extérieur, il est toujours facile de donner une appréciation. C'est toujours plus compliqué à l'intérieur. Je le répète encore une fois, à mon avis, tout pays membre de l'organisation doit déterminer lui-même ce qui correspond à ses intérêts nationaux. Et nous traiterons cela avec respect, d'abord. Et deuxièmement, l'Arménie n'a pas déclaré son retrait. Du moins pour l'instant. Elle a déclaré qu'elle faisait une pause. Mais en même temps, elle a soutenu tous les documents qui ont été adoptés lors de notre réunion d'aujourd'hui, la séance de négociation d'aujourd'hui, et a attiré notre attention sur ce point. Si tel est le cas, il est alors possible que l'Arménie reprenne un travail à part entière dans le cadre de cette association. Voyons. Je le répète encore une fois. La décision, en fin de compte, appartient bien entendu aux pays membres de l'organisation. Alena Nefedova, journal Izvestia. Vladimir Vladimirovitch, s'exprimant aujourd'hui lors d'une réunion à format restreint, vous avez déclaré que Moscou avait donné une réponse à l'utilisation continue de missiles américains pour lancer des attaques sur le territoire russe. 2 fois après, la réponse avec Oreshnik a eu lieu. Après cela, les attaques MS ont été utilisées 2 fois de plus dans la région de Kursk. Les dégâts sont donc minimes. Néanmoins, le fait même de l'utilisation, bien sûr. On ne peut s'empêcher d'y prêter attention, d'autant plus qu'il y a des dégâts. Vous avez en même temps souligné que Moscou était prête à répondre à une nouvelle escalade de la part de l'Occident. Je ne me suis pas contenté de le souligner. J'ai dit qu'on l'avait fait ce soir. Oui. Et en rapport avec cette question, quelles mesures la Russie est-elle prête à prendre à cet égard? Et à votre avis, existe-t-il des risques? L'utilisation de missiles occidentaux continue-t-elle aujourd'hui d'attaquer le territoire russe? Eh bien, il faut demander aux Occidentaux qui font cela s'ils ont l'intention de continuer ou non. Y a-t-il des risques lorsqu'on frappe le territoire russe? J'en ai également parlé à plusieurs reprises. Bien sûr, il y en a, parce que cela signifie impliquer directement les pays occidentaux, les impliquer dans un conflit armé. Eh bien, qu'en est-il? Si leurs spécialistes organisent une mission de vol, ils se transmettent des informations de renseignement et coordonnent les frappes contre des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie. Eh bien sûr, il y en a. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, ils ont reçu une réponse. Pendant environ 2 jours, nos forces armées ont lancé une frappe de représailles. Et aujourd'hui, c'était assez complet. 90 missiles et 100 véhicules d'attaque sans pilote ont été utilisés lors de la frappe. 17 objets ont été touchés sur le territoire de l'Ukraine, divers, installations militaires, militaro-industrielles et de soutien travaillant pour les forces armées et les entreprises industrielles de défense. Et je le souligne encore une fois, je tiens à le répéter maintenant. Bien entendu, nous répondrons à de tels actes d'agression contre la Fédération de Russie. Comment et quand, avec quelle arme? Cela dépendra des cibles que l'état-major du ministère de la Défense sélectionnera, car pour chaque cible, il faudra utiliser un outil différent, l'une ou l'autre arme, adaptée à ses fins. Eh bien, disons, frapper avec un missile hypersonique sur une cible apparemment insignifiante, de petit volume, est inutile, car c'est la même chose que tirer sur des moineaux avec un canon. Mais à des fins significatives, nous utiliserons les moyens dont nous disposons, y compris, je l'ai également dit, nous n'excluons pas l'utilisation d'Oreshnik dans les installations de l'industrie militaire ou dans les centres de décision, y compris à Kiev. Gardant à l'esprit qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les autorités de Kiev continuent de tenter de frapper nos installations vitales, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Bonsoir, Pavel Zarubin, chaîne de télévision Rossiya. Oui, aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup parlé de l'Oreshnik, mais les médias occidentaux écrivent que l'ogive de l'Oreshnik ne contenait pas d'explosifs. Et si cela est vrai,
Qu'est-ce que cela signifie? Et pouvez-vous nous donner d'autres détails nouveaux sur Oreshnik? Et combien de développements secrets de ce genre avons-nous, comme vous l'avez dit, au menu, qui feront le bonheur du client? Merci. Voyez-vous, si je disais que nous effectuons des lancements d'essais, cela signifie que ce travail vise, entre autres, à améliorer ces armes. C'est vrai. Quant aux capacités de frappe, j'ai déjà dit la même chose. Et si vous utilisez plusieurs systèmes de ce type en une seule frappe, utilisez 2, 3, 4 complexes, alors leur puissance sera comparable à celle de l'utilisation d'armes nucléaires. Mais ce n'est pas nucléaire, car il est A. Très précis. B. N'est pas équipé d'un dispositif explosif nucléaire et ne contamine pas l'environnement. Mais la force sera comparable. Quant à savoir s'il y avait un explosif là-bas ou non. Je le répète encore une fois. C'est pourquoi il est testé, pour comprendre ce qu'il faut faire en plus. Et il n'y a pas de grand secret ici. Les experts comprendront immédiatement de quoi je parle. Quand je parle d'amélioration, cela signifie d'abord jouer entre la portée et l'ogive. Plus la portée est longue, plus l'ogive est petite. Plus la portée est courte, plus l'ogive est puissante. Parce que ce système soulève plus de poids, ce qui est utile dans ce cas, c'est tout. Et pour des cibles situées à différentes distances, apparemment, différents types de missiles sont nécessaires. Mais, en tout cas, un équipement différent pour ces missiles, un équipement pour ce missile, sa tête militaire. Nous devons travailler ici. Ce n'est pas une tâche facile. C'est aussi du TOC, probablement supplémentaire, et ainsi de suite. Quant à ce missile que nous avons utilisé, les éléments correspondants ont été utilisés comme éléments destructeurs. Ce sont aussi des éléments destructeurs. J'ai déjà dit que ce sont des éléments assez puissants qui chauffent jusqu'à une température de 4000 degrés. Je ne sais pas, vous pouvez le rechercher sur Internet, mais à la surface du Soleil, à mon avis, il fait 5600 à 6000 degrés, comparable à la température à la surface du Soleil. Frappe cinétique, un coup puissant, comme la chute d'une météorite. Nous savons dans l'histoire comment et quelles météorites sont tombées, où et quelles en ont été les conséquences. C'était suffisant pour que des lacs entiers se forment, n'est-ce pas? À quoi a conduit la météorite Tunguska? Il est connu. C'est de la même chose ici. Les dégâts sont très graves. Tout ce qui se trouve au centre se transforme en cendres, se décompose en ses éléments constitutifs, et les objets situés à 3 ou 4 profondeurs, peut-être même plus bas, sont touchés. De plus, ce ne sont pas seulement des étages, mais des structures fortifiées. La force d'impact est colossale. Vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres, et ce sera encore plus puissant. L'essentiel est que le modèle fondamental ait été créé, qu'il fonctionne, et qu'il fonctionne comme prévu par ses créateurs. C'est une arme précise et de grande puissance. Est-ce que d'autres choses de ce genre sont en cours de développement? Alors, dites-moi tout. Nous n'avons parlé de Oreshnik qu'après ces tests. Nous avons enduré jusqu'au moment où nous avons effectué ce test. Et en fait, pour être honnête, nous avons vu le résultat. Après cela, ils ont dit, c'est le cas lorsque l'agitation est inappropriée. Oui, s'il vous plaît. Agence TASS, Véronika Romanenkova. La presse occidentale écrit déjà que certains hommes politiques et responsables aux États-Unis et en Europe proposent de restituer les armes nucléaires à Kiev. Dans quelle mesure pensez-vous que cette évolution des événements est réaliste? Ou est-ce juste une sorte d'escalade, de peur? Et si une telle chose se produit, si les armes nucléaires sont transférées au régime de Kiev, quelles seront alors les actions de la Russie? Des mesures préventives peuvent-elles être prises? Et le statut non nucléaire de l'Ukraine reste-t-il l'une des conditions préalables à un règlement? Que pensez-vous, au niveau du bon sens, si un pays avec lequel nous sommes en fait actuellement engagés dans des hostilités devient une puissance nucléaire, que devrions-nous faire? Dans ce cas, nous accepterons et utiliserons tout, je tiens à le souligner, exactement tout, les moyens de destruction dont dispose la Russie. Tout. Nous ne permettrons pas cela. D'abord. Deuxième. De telles déclarations ne peuvent être faites que par des personnes irresponsables
qui ne sont responsables de rien et ne se sentent pas responsables du sort de leur pays et du monde dans son ensemble. Et troisièmement, si quelqu'un transfère officiellement quelque chose, cela constituera une violation de toutes les obligations contractées dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive. Eh bien, en Ukraine même, nous ne permettrons pas cela. Nous surveillerons chaque étape de ce qui s'y passe. À une certaine époque, c'était une république de l'Union soviétique très high-tech et industriellement développée. Mais tout a été perdu, ou presque tout ce dont l'Ukraine soviétique pouvait être fière. Par conséquent, aujourd'hui, il sera presque impossible de repartir de zéro. Quelque chose de sale, comme on dit, une bombe sale, seuls les déchets des centrales nucléaires peuvent être collectés, bien sûr, mais dans ce cas, la réponse sera tout à fait adaptée aux menaces de la Fédération de Russie. Andrei Kolesnikov, Journal Commerçante. Vladimir Vladimirovitch, lorsque vous avez évoqué d'éventuelles attaques contre des centres de décision, vous n'avez pas précisé de quel centre vous parliez, militaire ou politique. C'est le premier. Et deuxièmement, pourtant, en tant que commandant en chef suprême, pensez-vous que ces attaques contre les centres sont également possibles avec l'Oreshnik? Car il semble que vous ne puissiez rien obtenir d'autre. Vous savez, à l'époque soviétique, on plaisantait beaucoup sur les prévisions météorologiques. La prévision est la suivante. Aujourd'hui, de nos jours, tout est possible. S'il vous plaît. Bonjour Vladimir Vladimirovitch. Alexandre Yunachev, La Vie. Le dollar et l'euro en bourse battent tous les records. Maintenant, il a peut-être un peu reculé, mais les prix augmentent, le rouble s'est affaibli par rapport au tenge même de 80 kopecks hier soir. La population, du moins une partie importante de la population, est en panique. Pouvez-vous nous dire le taux d'inflation réel, salaire moyen réel plutôt que nominal en Russie? Et quand allons-nous freiner l'inflation, et la freinerons-nous? Vous avez décidé de vous enflammer. Premièrement, tout ce qu'on appelle la banque centrale dans le domaine de l'inflation est réel. Il n'y a là rien d'artificiel. C'est la première chose. Et deuxièmement, c'est facile à vérifier. L'inflation réelle est facilement vérifiée par des centres indépendants qui évaluent l'état de l'économie russe et du secteur financier. Donc tout ce que dit la Banque centrale, qu'avons-nous maintenant, 8,5, était vrai. Certains experts estiment qu'avec une inflation de 8,5, un taux directeur de 21% est trop élevé. C'est un tarif excessif. Mais si l'on dit que les prix augmentent, il faut encore se demander si ce taux est trop élevé ou non. Il existe des outils qui permettent de lutter contre l'inflation sans augmenter le taux directeur. Oui, ils le sont. Il s'agit de divers instruments de la Banque centrale pour réguler le secteur bancaire, associés à des ressources obligatoires que les banques doivent créer chez elles avant d'accorder des prêts. Cela est dû aux décisions, y compris celles du gouvernement, d'augmenter les prêts à la population, les hypothèques, les prêts sociaux, etc. Il existe de nombreux autres outils. Mais ce sont les spécialistes de la Banque centrale, conformément à la loi en vigueur de la Fédération de Russie, qui doivent prendre la décision finale. Nous verrons bientôt. Quant aux fluctuations du taux de change du rouble, elles ne sont pas uniquement dues à des processus inflationnistes. Cela est également lié au paiement au budget et au prix du pétrole. Il y a beaucoup de facteurs saisonniers. Par conséquent, en général, à mon avis, la situation est sous contrôle et il n'y a certainement aucune raison, comme vous l'avez dit, de paniquer. Eh bien, oui, les processus dans notre pays et dans les pays voisins ne sont pas faciles, mais ils sont sous contrôle. S'il vous plaît. Bonsoir Vladimir Vladimirovitch. Ekaterina Lazareva, agence Oura.ru. Vous avez récemment eu une conversation téléphonique avec le chancelier allemand Scholz. Vous n'avez eu aucun contact depuis près de 2 ans. Avez-vous été surpris que ce soit Scholz qui ait été le premier dirigeant occidental à vous contacter? Et quelles impressions avez-vous tirées de cette conversation? Merci. Premièrement, nous continuons à avoir des contacts, aussi étranges que cela puisse paraître, avec de nombreux pays avec lesquels nous entretenons des relations très difficiles.
Oui, je n'ai pas eu de contact direct avec les dirigeants de ces pays, mais je sais que certains d'entre eux manifestent également le désir de reprendre ces contacts et de discuter des problèmes actuels liés aux événements en Ukraine, tant au niveau bilatéral que dans le contexte pan-européen. Effectivement, le chancelier allemand Scholz a été le premier à briser ce silence. Il n'y avait rien d'inattendu pour moi ici non plus. Depuis un certain temps, nous recevons des signaux indiquant que la chancelière souhaite se parler au téléphone. Comme vous le savez, nous sommes toujours ouverts à de tels contacts. Nous, y compris moi-même, n'avons jamais refusé et ne refuserons pas de tels contacts à l'avenir. Si quelqu'un a une envie, s'il vous plaît, nous sommes ouverts. Quant à la conversation avec le chancelier, elle a duré assez longtemps, 1 heure, et elle concernait principalement, bien entendu, les événements en Ukraine. Mais il n'y avait rien d'inhabituel ici, je pense, ni pour lui, ni pour moi. Il a exposé sa position, j'ai exposé la mienne, et nous sommes restés sur nos opinions sur cette question. Plusieurs questions étaient liées aux relations bilatérales. Enfin, peut-être plus, en passant. Mais d'une manière générale, le dialogue, me semble-t-il, est possible à l'avenir. Olga Matveva, station de Radio Mayak, Vestibat FM. Une famille nombreuse de Naberezhny-Chelny est prête à nommer son enfant en l'honneur du système de missiles Oreshnik. Et selon le chef de famille Vladimir Soukov, sa femme est désormais enceinte de 4 mois. Ils attendent une fille et sont prêts à l'appeler Oreshnitsa. S'il vous plaît, dites-moi, avez-vous entendu parler de cette nouvelle? Et s'ils le font, êtes-vous peut-être prête à les rencontrer? Merci. Vous savez, c'est une affaire personnelle et familiale. Qu'ils consultent également leur grand-mère et leur grand-père. Ce serait probablement encore plus correct que de me consulter. Je m'occupe de mes propres affaires. Ils ont un tel événement à venir. Je souhaite à la future maman le meilleur à toute la famille. Quant au choix du prénom de l'enfant, c'est une affaire purement familiale. Je ne ferai même pas de commentaires là-dessus. Je leur souhaite le meilleur, du bonheur et de la santé. Bonjour. Chaîne de télévision Zvezda, Kokoveshnikov Konstantin. Récemment, dans de nombreux pays voisins de la Russie, des élections à différents niveaux ont déjà eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu dans un avenir proche. Ici, vous pouvez vous souvenir de la Géorgie, déjà mentionnée, de l'Abkhazie, de la Roumanie et de la Moldavie. En outre, le processus électoral dans bon nombre de ces pays s'accompagne souvent de manifestations de masse. Et les hommes politiques qui prônent le rapprochement avec l'Occident accusent leurs opposants de vouloir se détourner de la voie démocratique choisie, d'abandonner les valeurs démocratiques. Et la Russie est accusée d'ingérence dans les élections dans ces pays. De votre côté, voyez-vous au contraire des signes d'ingérence occidentale dans le processus électoral de ces pays? Voyez-vous la menace de nouvelles révolutions oranges? Et pour vous personnellement, comment expliquez-vous l'attitude d'une partie manifestement considérable des électeurs de ces pays en faveur du rétablissement des relations endommagées avec la Russie? Merci. Premièrement, je veux vous le dire, et vous pouvez être sûr que cela est vrai ou très proche de la vérité. Malgré de nombreux contacts avec les pays de l'ex-Union soviétique, notamment la Géorgie, et il existe probablement une influence mutuelle de la Russie vers la Géorgie et de là vers la Russie, mais au niveau officiel, nous n'intervenons pas dans les processus politiques internes. Nous le faisons, ça n'interfère pas du tout. On n'y touche pas. On n'y touche tout simplement pas. Quant à l'intervention occidentale, je ne peux pas en dire autant de nos collègues occidentaux entre guillemets. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, et nous savons combien de participants à diverses organisations non gouvernementales sont payés par des gouvernements étrangers et combien participent à des rassemblements, je veux dire les membres de leur famille, leurs amis, etc. Alors cette image s'avère très réaliste en ce qui concerne la foule dans la rue et le nombre de personnes recevant de l'argent de pays étrangers pour des activités politiques dans ces pays. Il suffit de le regarder objectivement. Il s'agit d'informations semi-ouvertes et tout deviendra immédiatement clair. Celui qui paie commande la musique et la joue sur les places. C'est pour cela qu'il y a cette interférence. Lorsque les événements en Géorgie ont commencé, j'ai, pour parler franchement,
Regardez et observez tout cela avec surprise. Je suis surpris. Nous n'avons aucune relation avec eux, ni avec les dirigeants actuels de la Géorgie, aucune relation du tout. Mais j'ai été tout simplement étonné de leur courage et du caractère dont ils ont fait preuve pour défendre leur point de vue. Maintenant, je n'évaluerai même pas ce point de vue. Dans une large mesure, des processus similaires ont lieu dans d'autres pays que vous avez mentionnés. Si cette réponse vous satisfait, rien de plus à ajouter. Hassan Nasr, RT en arabais. Monsieur le Président, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous étiez prêt à engager des négociations sur l'Ukraine et vous avez indiqué quelles étaient les conditions pour démarrer ces négociations. Une fois que Oreshnik aura montré sa puissance, vos conditions seront-elles modifiées? Vous savez, peut-être que vous vous êtes simplement exprimé de manière inexacte. Je n'ai formulé aucune condition préalable. Je n'ai pas dit que ce sont des conditions préalables pour entamer des négociations. Je parlais simplement de nos conditions de paix. À mon avis, les conditions d'une paix à long terme et durable pourraient être comme ça, et elles ont été exposées en détail dans mon discours de juin lors d'une réunion avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il n'y a plus rien à répéter. Nous avons suffisamment d'armes, même si, bien sûr, je comprends, nous en sommes tous conscients, que l'apparition d'armes comme Oreshnik renforce les positions militaires de la Russie, car celles-ci, franchement, ne sont pas des armes nucléaires, et les résultats de son utilisation et sa puissance, surtout si plusieurs complexes sont utilisés en une seule frappe, comme je l'ai déjà dit, sont les mêmes que l'utilisation d'armes nucléaires. Ça veut dire quelque chose, non? C'est vrai. Mais avec l'avènement de nouveaux systèmes d'armes, notre attitude fondamentale envers la résolution de la situation en Ukraine ne change pas. Nous restons prêts, A, au processus de négociation, et B, bien sûr, aux conditions que j'ai exposées dans mon discours devant les dirigeants du ministère des Affaires étrangères en juin de cette année à Moscou. Rien n'a changé, s'il vous plaît. Gleb Ivanov, du journal Argumenti Ifakti. Nous avons beaucoup parlé ces derniers temps des armes occidentales de haute précision et d'Oreshnik. Mais un autre type d'arme qui s'est largement répandu pendant l'opération militaire spéciale est celui des drones. Récemment, les médias occidentaux ont écrit que les forces armées ukrainiennes recevraient de nouvelles puces qui permettront aux drones ukrainiens de contourner la guerre électronique russe. Quelle est la gravité de cette menace? Ces données sont-elles vraies? Et comment y faire face? Et la deuxième question. Nous savons que dans les forces armées ukrainiennes, les opérateurs de drones, ceux qui contrôlent donc les drones, ont été affectés à une branche distincte de l'armée. Devons-nous faire de même? Premièrement, en ce qui concerne certaines nouvelles puces et autres équipements destinés à l'utilisation de drones, cela est possible. Les drones sont désormais utilisés très activement des deux côtés, ainsi que par les forces armées ukrainiennes. Nous utilisons encore davantage de drones, mais ils en utilisent aussi beaucoup de ce côté-là. Alors, ils ont commencé à utiliser des drones. D'abord, nous avons commencé à les utiliser, et ensuite, vous savez, ils sont sur fibre optique, contrôlés depuis le sol, et la guerre électronique ne les affecte pas du tout. Par conséquent, de nouvelles puces apparaîtront, c'est possible. Je suis sûr qu'il y aura une réponse rapide de notre part. Très vite, il y a un échange d'informations et, malheureusement, un enrichissement mutuel de ces informations et une utilisation instantanée. Et celui qui réagit le plus vite gagne. Nos militaires, nos gars, ont appris à réagir presque à la vitesse de l'éclair et sur le champ. De nombreuses personnes très instruites sont venues dans la zone de combat. Je regarde les rapports lorsque je les reçois, les lis ou écoute les rapports oraux. Franchement, je suis même surpris que des personnes ayant une très bonne éducation, une bonne formation, une bonne ingénierie finissent sur place, dans la zone de combat, au risque que des miracles s'y produisent. Bien que les drones soient aujourd'hui l'un des facteurs les plus importants pour la réussite d'opérations militaires. Mais peuvent-ils le transmettre? Ils le peuvent. Aujourd'hui, j'ai pris la parole dans un format limité à l'Organisation du traité de sécurité collective.
Cela va-t-il changer radicalement quelque chose lors des combats sur le champ de bataille? Non. L'armée russe avance avec confiance sur presque toute la longueur de la ligne de contact. Je pense qu'il en sera ainsi. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, nous occuperons de plus en plus de nouveaux postes, comme nous le sommes actuellement, grâce au courage de nos gars. Je ne me lasse pas de le répéter, mais c'est effectivement vrai. Vos collègues de la zone de combat et correspondants de guerre en parlent de manière très convaincante. C'est vrai, personne n'invente rien. Concernant une branche distincte de l'armée. Oui, je sais que cela a été fait là-bas, mais nous y réfléchissons aussi. Quant à l'organisation de ce travail, il s'agit d'une question distincte. Il est important. Je suis d'accord avec toi, c'est important. Car le résultat concret dépend de l'organisation de tel ou tel type d'activité. Aujourd'hui, l'État-major et le ministère de la Défense y réfléchissent également. Nous avons un ministre de la Défense moderne, une personne qui connaît bien tous ces domaines, même si, de par sa formation de base, il est avant tout un économiste. Néanmoins, il a également travaillé avec moi sur les véhicules aériens sans pilote, alors qu'il était encore premier vice-premier ministre. Il est donc dans le matériel, ils réfléchissent maintenant, avec des militaires professionnels, à cela, à l'organisation de ce travail. La question est vraiment importante, j'en conviens. Agence Interfax. Bonjour. Question énergétique. Lors de la visite d'État au Kazakhstan, a-t-on abordé le thème de l'augmentation du pompage de pétrole, en particulier kazakh, à travers le territoire russe vers l'Allemagne? Si oui, quel volume? Naturellement, si cela peut être dit. La seconde consiste donc à pomper du pétrole, mais russe, à travers le territoire du Kazakhstan vers la Chine. Ce sont les deux sujets. Nous avons discuté de tout. Ils ont également discuté de la possibilité d'augmenter le pompage du pétrole kazakh vers le port de Novorossiysk par l'intermédiaire du comité antiterroriste et d'expédier davantage de pétrole kazakh vers les marchés mondiaux. Mais ce n'est pas seulement kazakh. De nombreuses entreprises étrangères y travaillent. Donc, pourrait-on dire, c'est du territoire du Kazakhstan. Mais ce produit est déjà international, de nature internationale. D'abord. Deuxième. La question de la vente éventuelle par Rosneft de sa participation dans la raffinerie de Schwedt en Allemagne a également été évoquée à plusieurs reprises, afin que le Kazakhstan lui-même fournisse du pétrole à traiter dans cette usine en Allemagne. Vous savez, tout est possible. La seule chose qui nous semble inacceptable est l'utilisation de méthodes illégales par le gouvernement de la République fédérale contre l'entreprise russe Rosneft, qui ressemblent à la nationalisation, à la confiscation de nos biens, à la destitution de la direction, etc. Mais c'est aussi une question de négociation, et la société Rosneft est prête à ces négociations, tant avec les régulateurs allemands qu'avec leurs partenaires, ainsi qu'avec tous les autres, y compris du Kazakhstan. Nous avons également discuté de la possibilité de créer de nouvelles routes pour acheminer nos produits, tant pétroliers que gaziers, vers des pays tiers, principalement vers la République populaire de Chine, y compris à travers le territoire du Kazakhstan. Ce sont des itinéraires et des projets très rentables, intéressants et prometteurs. Bien entendu, ils contribueront à la stabilisation de l'économie mondiale et bien entendu principalement dans la région Asie-Pacifique et créeront des opportunités supplémentaires pour nous de travailler sur les marchés. Merci beaucoup, Egor Piskunov, chaîne de télévision RT. Vous avez maintenant mentionné le chancelier Scholz, et j'ai une question concernant un autre chancelier. La chancelière Merkel a récemment publié ses mémoires, dans lesquelles elle consacre beaucoup de temps à votre relation et raconte comment, en 2007, elle s'est envolée pour vous voir à Sochi et y a rencontré votre chien Connie. A-t-elle rencontré un chien? Eh bien, ils ont rencontré votre chien, oui. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous se souviennent de ce chien. La police a promis de venir avec un chien. Non. Le chien a promis de venir avec la police. Oui? D'accord, désolé, je plaisante. Beaucoup d'entre nous se souviennent de ce chien. Elle est super sympathique, beaucoup la caressent même. Elle adorait se promener librement. Et apparemment, la même chose s'est produite. Et en général,
Il s'est avéré qu'Angela Merkel avait peur des chiens et elle a écrit que vous auriez délibérément exploité sa peur. Est-ce qu'il y avait une telle chose? Est-ce vrai? Et c'est une branche légèrement philosophique. Que s'est-il passé en général? Comment se fait-il qu'il fut un temps où le chancelier allemand venait vous rendre visite et où vous communiquiez souvent en allemand? Et maintenant, nous parlons du fait que nous commençons à déployer les mêmes Oreshniki dans cette direction. Merci beaucoup. Premièrement, concernant le thème du chien. En effet, un tel cas s'est produit. Madame Merkel est venue nous rendre visite et ma chienne, Connie, est sortie. Franchement, je lui ai déjà dit, Merkel, que je ne savais pas qu'elle avait peur des chiens. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. Au contraire, je voulais créer une atmosphère détendue et agréable. Je suis parti du fait qu'en Europe et en Allemagne, pour autant que je sache, j'y ai vécu pendant près de 5 ans, ils traitent les animaux de manière très positive. Au contraire, je pensais qu'elle serait contente. J'ai découvert plus tard qu'elle avait peur des chiens. Cela arrive. Pour autant que je me souvienne, elle a dit que lorsqu'elle était enfant, elle avait été mordue par un chien. Eh bien, ça arrive. Un traumatisme psychologique. Quand j'ai découvert cela, je lui ai présenté mes excuses. J'ai dit, « Angela, je suis désolé. Je n'étais pas au courant. » Vous voyez, elle a écrit à ce sujet dans un livre avec une persévérance digne d'un meilleur usage. Pour être honnête, c'est étrange pour moi, inattendu. On vous parle, tout cela sera médiatique. Je me tourne à nouveau vers elle et lui dis, « Angela, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas te causer de chagrin. Au contraire, je voulais créer une atmosphère favorable à notre conversation. Mes excuses. Si jamais vous revenez, je comprends que cela soit peu probable aujourd'hui. Vous revenez. Je ne le ferai en aucun cas. Et si c'est le cas, sur des questions sérieuses, notamment liées à l'évolution de nos relations avec l'Europe et les pays occidentaux en général, vous savez, nous y sommes même allés. En fait, je pense que oui. Je n'y ai pas participé. Mais la génération les dirigeants précédents ont même opté pour l'effondrement de l'Union soviétique, y compris, me semble-t-il, afin d'intégrer la Russie à ce qu'on appelle, on peut le dire aujourd'hui, l'Occident civilisé, estimant que maintenant que l'effondrement ces murs de confrontation idéologique, nous ferons partie du monde civilisé. Rien de tel ne s'est produit. Il s'avère qu'en plus de tout cela, en plus de tout ce qui touche à l'idéologie, il y a aussi des questions d'ordre géopolitique, des intérêts géopolitiques. Et on nous a immédiatement montré pratiquement où est notre place. Quelque part là, dans un coin. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à soutenir les forces séparatistes, les forces terroristes dans le Caucase. Ils ont commencé à ébranler la Russie de l'intérieur, quelle que soit leur force. Vous savez, quelle était leur force? Nous l'avons réglée, nous l'avons surmontée. Qu'avons-nous pas proposé pour nouer des relations? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Maintenant, je ne veux plus perdre de temps là-dessus et y revenir. Tous. Non. Expansion de l'OTAN vers l'Est. 5 vagues, ou, pourrait-on dire, 6. Ils voulaient simplement ignorer toutes nos objections et toutes nos préoccupations et ont suivi leur propre chemin. C'est tout. C'est ainsi que se sont développées les relations, y compris avec l'Europe. Oui, je sais. Les dirigeants européens me disent « Nous étions contre. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est important. Nous sommes contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Eh bien, vous savez, nous sommes contre et nous voterons contre. » À ma question, pourquoi avez-vous ouvert les portes de l'Ukraine à l'OTAN en 2008 à Bucarest? La réponse est simple. Eh bien, les Américains nous ont mis beaucoup de pression. Eh bien, à toi, grand-mère, et à la Saint-Georges. Et si demain, on vous mettait à nouveau plus de pression? Seriez-vous à nouveau d'accord avec tout et signerez-vous enfin le morceau de papier indiquant que l'Ukraine est membre de l'OTAN? Mais la position américaine n'avait pas changé à cette époque. Les États-Unis nous ont dit « Eh bien oui, nous ne l'accepterons pas maintenant. » Savez-vous pourquoi nous ne le ferons pas maintenant? L'Ukraine n'étant pas prête, elle doit se préparer à l'adhésion. Nous ne le ferons pas maintenant. Lorsqu'ils la mettront en état de préparation,
ils l'accepteront. Et encore une fois, ils feront pression sur ces Européens. Et ils seront à nouveau d'accord. Mais ce qui se passe actuellement se passe sous les yeux du monde entier. Il me semble que cette Europe a été abaissée au-dessous du socle. Elle a cessé d'exister en tant que centre indépendant, centre politique indépendant et souverain de la politique mondiale. L'administration américaine ne danse la polka papillon qu'au premier coup de sifflet, même à son détriment. J'ai parfois l'impression que des personnes à un niveau très élevé, dans la même République fédérale, occupant de hautes fonctions gouvernementales, accomplissent certaines tâches des services de renseignement américains, mais qu'elles ne travaillent pas dans leur propre intérêt, en l'occurrence le peuple allemand. Comment pouvez-vous être d'accord avec tout ce qui s'y passe? Les ressources énergétiques, par exemple, sur le marché américain, dans certains États, sont 3 à 5 fois moins chères qu'en Europe, par exemple en Allemagne. Des entreprises et des industries entières ferment en Allemagne et s'installent aux États-Unis. Et ici, ils le font. Et ils le font délibérément. Les Américains sont un peuple pragmatique et en fait, ils font peut-être ce qu'il faut dans leur propre intérêt. Mais ceux-là, il semble que si on leur dit « Nous allons vous pendre », ils n'auront qu'une seule question. Devrions-nous apporter la corde nous-mêmes ou allez-vous nous la donner? Est-ce que tu comprends? C'est ça. Volkswagen ferme ses portes, les usines métallurgiques ferment, les usines chimiques ferment, les usines de verre ferment. Il y a déjà des milliers de personnes, maintenant au moins des centaines, et peut-être des milliers de personnes qui sont jetées à la rue. Et rien. Le silence. Juste une sorte de tapage dans le processus politique interne actuel. Et comment discuter avec de tels partenaires? Qu'y a-t-il à négocier? Ce n'est donc pas de notre faute si nos relations avec l'Europe se sont autant détériorées. C'est aussi le résultat de l'état interne de l'establishment européen et de la politique européenne. Mais j'espère qu'un jour cela passera et que nos relations avec l'Europe dans son ensemble, avec les États européens individuels, seront rétablies. La Russie et nos partenaires européens s'y intéressent. Ils ne s'y intéressent pas moins, sinon plus, peut-être même plus. Je pense que cet intérêt naturel à développer les relations avec la Russie dans l'intérêt, excusez la répétition et la tautologie, de nos propres pays et peuples prévaudra toujours. Je l'espère. Nous verrons comment cela se passera réellement. Finissons maintenant définitivement. S'il vous plaît. Bonjour, RIA Novosti. Si possible, je voudrais revenir à nouveau sur le sujet de l'organisation du traité de sécurité collective. Conformément au traité de sécurité collective, en cas d'agression militaire contre l'un des pays participants, à sa demande, les autres membres de l'organisation doivent immédiatement fournir l'assistance nécessaire. Dans le cadre des frappes à longue portée menées sur son territoire par des armes occidentales, la Russie a-t-elle l'intention de solliciter une telle assistance auprès de l'organisation du traité de sécurité collective? Peut-être que cela a été discuté d'une manière ou d'une autre aujourd'hui ou que ce point a été abordé? Et les membres de l'organisation du traité de sécurité collective sont-ils prêts à fournir une telle assistance? Vous savez, en ce qui concerne la disposition selon laquelle tout pays participant à l'organisation du traité de sécurité collective doit fournir une assistance à un autre État victime d'une agression, personne n'a de doute. En substance, chaque pays est prêt à agir dans le cadre de ses obligations. Mais soyons réalistes quant aux événements qui se déroulent. Puisque les armes américaines, les mêmes attaques MS, frappent le territoire russe, que peuvent faire les autres pays de cette organisation pour aider la Fédération de Russie? C'est irréaliste. Mais il est fort probable que même dans ces conditions, nous soyons en mesure de leur fournir toute l'assistance possible. Nous disposons de ressources et d'une marge de sécurité suffisante pour soutenir nos alliés si nécessaire. Vladimir Kulagouin, Vedomosti. Dans quelle mesure le niveau actuel d'escalade, qui a commencé avec l'autorisation de l'administration Biden de frapper la Russie avec l'attaque MS, devrait-il affecter la possibilité d'établir des contacts avec la future administration Trump? Quelle sera l'importance de ce facteur lors de l'établissement de relations? Ou peut-être d'autres signaux qui rendent les choses difficiles? Nous ne savons pas de quoi ont parlé M. Trump et le président actuel lors de leur rencontre. Nous ne le savons pas.
Et donc nous ne commenterons pas cela. C'est impossible. Diverses options sont possibles. Si l'actuel président Biden estime qu'en exacerbant la situation, en augmentant le degré de confrontation, il crée les conditions pour la future administration, il est facile de sortir de cette situation, car le président nouvellement élu dira « Ce n'est pas moi, ce sont les gens qui sont complètement fous. Je n'ai rien à voir avec ça. Parlons. » Bien sûr, c'est une option. Il est possible que l'administration actuelle veuille créer des difficultés supplémentaires pour l'avenir. C'est également possible. Mais, pour autant que j'imagine le président nouvellement élu, il est toujours une personne intelligente et assez expérimentée. Il me semble qu'il trouvera une solution, surtout après avoir passé, disons, une épreuve très sérieuse comme la lutte pour retourner à la maison Bailey. Vous savez, je pense que ce qui vous a le plus frappé aussi, ce n'était même pas le fait que des moyens de lutte absolument incivilisés aient été utilisés contre Trump. Absolument incivilisés. Jusqu'à une tentative de meurtre, plus d'une fois. D'ailleurs, à mon avis, même maintenant, il n'est pas en sécurité. Et quoi? Il y a eu toutes sortes de cas différents dans l'histoire des États-Unis. Je pense que c'est une personne intelligente et, je l'espère, prudente, qui comprend tout cela. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'au cours des attaques contre lui, au cours de la lutte contre lui, non seulement lui-même a été soumis à des procédures humiliantes et infondées, à des poursuites judiciaires, etc., mais des attaques ont été menées contre lui, les membres de sa famille, sur ses enfants. Nos bandits ne font pas ça. Lorsque les groupes criminels se battent entre eux, les femmes et les enfants ne sont pas touchés. Ils sont laissés seuls. Les hommes se battent entre eux. Et ceux-là se sont touchés, tu sais. Mais c'est tellement révoltant que cela souligne une fois de plus le déclin total du système politique américain actuel. Néanmoins, le pays est grand, bien sûr. Nous sommes prêts à dialoguer avec les États-Unis, y compris avec la future administration. Voilà, merci beaucoup. Meilleurs vœux. Au revoir.